Ma femme disait que j'ennuyais ses clients à mourir. Alors, j'ai fait l'impasse sur le gala. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais déjà à la table d'honneur quand elle est entrée avec le milliardaire qu'elle essayait d'impressionner depuis des mois. Le type qui avait été mon meilleur ami pendant 12 ans. Je m'appelle Lawrence Reed. J'ai 53 ans. Et depuis 19 ans, je suis marié à une femme qui a arrêté de me voir vers la 7e année. Pas de la manière habituelle, quand un mariage se défait. La distance émotionnelle, le fait de s'éloigner l'un de l'autre. Non, Stéphanie a arrêté de me voir comme une arriviste arrête de voir l'équipe de nettoyage. Utile un temps, maintenant invisible. Sans importance pour son ascension. Je suis un expert en conformité antitrust. C'est la façon ennuyeuse de le dire. La façon dont Stéphanie me présentait aux soirées avant d'arrêter de m'y emmener tout court. La vraie façon de le décrire, c'est ça, je suis le type que les entreprises appellent quand elles sont sur le point de faire une connerie monumentale et qu'elles ont besoin de quelqu'un pour leur dire à quel point ça va être catastrophique. J'ai conseillé des entreprises du Fortune 100, témoigné devant des commissions sénatoriales et écrit des articles qui ont modifié des lois fédérales. Mais pour ma femme, j'étais juste le type qui lisait trop et parlait trop peu. Elle se préparait pour le gala annuel des leaders de la santé, le clou de son année. Stéphanie dirigeait l'Association américaine du commerce médical, un énorme groupe de lobbying qui représentait tous les grands hôpitaux et les sociétés pharmaceutiques de la côte Est. Elle était douée, en plus. Vraiment douée. Le genre de douée qui implique d'écraser tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de sa chambre avec son manteau, en cachemire noir, le genre de truc hors de prix qui donne l'impression d'être de l'eau. Elle était devant sa coiffeuse, en train de mettre du rouge à lèvres avec une précision de chirurgien. Sa robe scintillait sous les lumières. Vert émeraude foncé, probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. « Tu ne viens pas ce soir, dit Stéphanie, sans même lever les yeux. Ce n'était pas une question. J'ai l'invitation, dis-je calmement. Charles l'a envoyée personnellement. Sa main s'arrêta une seconde, puis continua à glisser sur ses lèvres. Charles Whitmore a invité la moitié de Washington. Ça ne veut pas dire que tu dois te pointer et ennuyer tout le monde. Voilà. Pas de colère, pas d'émotion, juste un fait. Je ne peux pas te laisser ennuyer mes clients, continua-t-elle, en claquant le rouge à lèvres. Ils sont trop importants. Tu comprends? Je comprenais parfaitement. Elle n'avait aucune idée de qui Charles Whitmore était vraiment pour moi. Elle avait bâti toute sa carrière sur quelque chose qu'elle n'avait jamais pris la peine de vérifier. Et ce soir, ce quelque chose allait se fissurer. Je vais rester à la maison, alors, dis-je doucement, tenant toujours son manteau. Elle se leva, se tourna lentement devant le miroir, s'admirant comme si elle était déjà sur scène. Elle me frôla sans prendre le manteau, son parfum un avertissement que seul je pouvais sentir. Ne m'attends pas, lança Stéphanie. Ces trucs-là finissent tard quand on est important. Je la regardais partir dans sa voiture noire, regarder les feux rouges disparaître. Puis je suis rentré, j'ai accroché son manteau dans le placard et je suis monté mettre mon smoking. Charles n'avait pas invité la moitié de Washington. Il avait invité 12 personnes. J'étais l'une d'elles. La grande salle de bal de l'hôtel Waterford était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des lustres de la taille d'une voiture, des nappes blanches et suffisamment de pouvoir politique pour changer la politique de santé d'une simple poignée de main. Stéphanie adorait ces événements. Il lui donnait l'impression d'être intouchable. Je suis arrivé par l'entrée de service, non pas parce que je devais, mais parce que Charles me l'avait suggéré il y a des années. Ne les laisse jamais te voir arriver, Lawrence, m'avait-il dit. Le travail que nous faisons est le plus efficace quand les gens oublient que nous sommes dans la pièce. La sécurité m'a fait signe de passer sans rien vérifier. Le chef de la sécurité, Tom Reynolds, travaillait pour Charles depuis 15 ans. Il a juste hoché la tête en me voyant passer. Monsieur Reed. Monsieur Whitmore est déjà à table. Merci, Tom. J'ai traversé les couloirs de service, croisé le personnel de restauration en train de préparer les desserts et les serveurs ajustant leurs nœuds papillons. Le couloir s'ouvrait sur une entrée latérale de la salle de bal, cachée par un paravent. De là, je pouvais tout voir. Stéphanie était déjà en train de travailler la salle. Elle se déplaçait comme un requin. Tout en grâce et en détermination. Sa robe captait la lumière quand elle riait à quelque chose qu'un PDG de société pharmaceutique disait. Sa main toucha son bras juste assez longtemps pour être amicale. Elle était douée pour ça.
Vraiment douée. Notre fille Amanda était là aussi, debout près du bar avec un sourire crispé. Elle portait une robe bleu marine, l'uniforme de son cabinet pour les jeunes collaboratrices. Amanda travaillait à l'organisation de Stéphanie en tant qu'analyste des politiques, un poste qu'elle avait mérité, mais elle ne pouvait pas échapper au fait d'être la fille de Stéphanie. Je l'ai vue s'excuser de devoir quitter une conversation avec l'un des principaux lobbyistes, les épaules tendues. Benjamin, notre fils, se tenait près de l'entrée, en uniforme. Il était en permission de Fort Bragg, 34 ans, et se tenait avec une autorité tranquille. L'entraînement militaire fait ça. Il balayait la salle du regard, et quand il m'a vu, il m'a fait un petit signe de tête. Il savait que je serais là. Je l'avais appelé il y a 2 jours. Charles Whitmore était assis à une table près de la scène, sur une plateforme surélevée pour les gros donateurs. À 64 ans, il ressemblait exactement à ce qu'il était. Du vieux fric, du vieux pouvoir, et assez vieux pour avoir vu tous les coups bas de Washington 1 million de fois. Son costume gris était impeccable, son expression agréable, mais distante. Sur la chaise vide à côté de lui, il y avait un petit carton avec un nom. J'ai traversé la salle de bal sans me cacher, sans me signaler, juste en marchant. Quelques personnes m'ont remarqué, l'air perplexe. Laurence Reed. Quand je suis arrivé à la table, Charles s'est levé et m'a tendu la main. Laurence, pile à l'heure. Charles, ai-je dit en lui serrant la main fermement. Merci pour l'invitation. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, a-t-il dit en désignant la chaise à côté de lui. On a beaucoup de choses à se dire ce soir. Je me suis assis, en redressant mes couverts. De là où j'étais assis, je voyais toute la salle. Stéphanie continuait de faire le tour, continuait son petit numéro. Elle ne m'avait pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Et quand elle me verrait, la première question qui lui traverserait l'esprit est celle qu'elle aurait dû poser il y a des années, mais qui diable est mon mari ? Ce moment est arrivé pendant le cocktail, juste après les discours d'ouverture. Stéphanie était dans son élément, entourée de 3 directeurs d'hôpital et d'un ponte d'une entreprise de distribution de médicaments. Elle lançait son rire de façade. Celui qui disait « Je vous écoute, mais Jean, je suis la personne la plus intéressante ici. » Puis ses yeux ont parcouru la salle, comme elle le faisait toujours dans ces cas-là en essayant de distinguer ceux qui comptaient de ceux qui ne comptaient pas. Ses yeux ont dépassé la scène, ont survolé les tables des gros donateurs, puis se sont arrêtés. Complètement figés. Elle me fixait, assis à côté de Charles Whitmore à la table d'honneur. Sa coupe de champagne s'est immobilisée à mi-chemin de ses lèvres. Je la voyais cogiter. D'abord, de la confusion, puis de la reconnaissance, ensuite quelque chose qui ressemblait à de la panique. Charles s'est penché vers moi. Elle t'a vu. Je sais, ai-je répondu, d'un ton froid. Stéphanie s'est excusée auprès de son groupe, son sourire toujours plaqué, mais sa démarche avait changé. Elle avançait vite maintenant, se frayant un chemin à travers la foule vers notre table. Benjamin l'a vu aussi. Il s'est légèrement déplacé, se plaçant de manière à pouvoir observer. Elle a atteint le bord de la plateforme, levant les yeux vers moi avec ce regard que j'avais vu 1 million de fois. Celui qui disait « On en reparlera plus tard », mais sourit pour le moment. Laurence, a-t-elle dit, sa voix pleine de douceur. Je ne savais pas que tu serais là. Charles m'a invité. Nous sommes de vieux amis, ai-je ajouté. Ses yeux ont fusillé Charles, qui lui a adressé un signe de tête poli. Madame Reed, ravi de vous revoir. Votre mari et moi, ça remonte à loin. Revoir ? Le sourire de Stéphanie s'est légèrement crispé. Nous nous sommes rencontrés à quelques reprises, a dit Charles avec aisance. Des auditions au Sénat, principalement. Laurence a témoigné sur des questions antitrust dans la distribution de médicaments. Un travail brillant. Je l'ai vu essayer de comprendre. Des auditions au Sénat. Témoigner. Un travail brillant. Rien de tout ça ne correspondait à l'histoire qu'elle s'était inventée. Je vois, a-t-elle dit prudemment. Bon, je devrais retourner auprès de mes clients. Bien sûr, a dit Charles. Bien que je doive mentionner que Laurence siège à mon conseil consultatif personnel pour la réforme de la politique de santé. Depuis 7 ans. Nous allons annoncer un nouveau projet d'éthique ce soir. Vous devriez l'entendre. Le visage de Stéphanie est resté agréable. Mais je connaissais ses tics. Le léger serrement de sa mâchoire. La façon dont ses doigts serraient sa pochette un peu trop fort.
Elle a hoché la tête une fois et s'est éloignée. Ses talons claquant un peu trop fort sur le sol. Charles l'a regardé partir. Elle n'en avait vraiment aucune idée. Aucune, ai-je dit. Ça va rendre l'annonce plus intéressante. 20 minutes plus tard, Charles est monté sur scène. La salle s'est tue pendant qu'il ajustait le micro. Bonsoir à tous. Je tiens à vous remercier d'être présents ce soir. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai passé les 10 dernières années à me concentrer sur l'éthique et la santé. Il a fait une pause pour laisser cette information s'installer. Stéphanie se tenait près du fond avec ses collègues, observant la scène comme un faucon. Maintenant, ce soir, j'annonce la création de la Commission d'intégrité des soins de santé, un groupe indépendant qui vérifiera les associations professionnelles, les lobbyistes et les organisations industrielles pour s'assurer qu'ils respectent les règles. La salle a bourdonné au c'était une nouvelle. À la tête de cette commission, a poursuivi Charles, se trouvera quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Laurence Reed a accepté d'en être le responsable de la conformité. Son premier audit commence le mois prochain. Charles a regardé directement l'endroit où se trouvait Stéphanie. Nous commencerons par l'Association américaine du commerce médical. La salle a éclaté en applaudissements. Je me suis levé, j'ai fait un signe de tête rapide et je me suis rassis. De l'autre côté de la salle, Stéphanie était parfaitement immobile, son sourire figé sur son visage, n'atteignant pas ses yeux. Benjamin a croisé mon regard de l'autre côté de la salle et a fait un minuscule signe de tête. Amanda, debout près du bar, avait l'air abasourdie, mais il y avait autre chose aussi. Soulagée, peut-être, comme si elle attendait ça depuis toujours. Charles se pencha vers moi tandis que les applaudissements s'éteignaient. On dirait que votre femme vient d'avaler un tesson de bouteille. Elle ira bien, dis-je à voix basse. Au moins jusqu'à demain matin, parce que demain matin, son avocat appellera, et c'est là que tout commencera vraiment à s'effondrer. Mon téléphone sonna à 6h47 du matin. J'étais déjà levé, assis dans mon bureau avec un café et un dossier que je tenais à jour depuis 3 ans. Stéphanie n'était rentrée qu'après 2h du matin. J'avais entendu ses talons sur le sol en marbre, entendu qu'elle s'arrêtait devant le bureau, puis qu'elle continuait à monter. On ne s'était pas dit un mot. L'identification de l'appelant affichait Eric Palmer, l'avocat vedette du cabinet. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Eric, dis-je calmement. Laurence. Sa voix était tendue, stressée. Stéphanie est là. Elle est en haut, elle dort encore, je suppose. Il faut la réveiller maintenant. C'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Charles Whitmore a utilisé la clause de moralité. Il annule le contrat de l'association avec chacun de ses réseaux. 63 hôpitaux, Laurence. Il retire tout. À partir de maintenant. Je pris une gorgée de café. Ça a l'air grave, effectivement. C'est grave. La voix d'Eric se brisa légèrement. C'est une catastrophe. On parle de 40% du budget de l'association. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Quelle est la raison qu'ils ont invoquée? Conduite indigne d'un organisme représentatif. Il y a une lettre, des photos du gala d'hier soir avec des horodatages, des témoignages. Laurence, qu'est-ce qui s'est passé à cette sauterie? J'y étais. Je me contentais de dire, ma femme m'a dit de ne pas venir. Elle a dit que j'ennuierais ses clients. Charles l'a entendu dire ça. La ligne resta silencieuse. Puis, doucement, oh mon Dieu, il y a autre chose, n'est-ce pas, demanda-t-il, alors que Jean connaissait déjà la réponse. Il ne se contente pas de rompre ses contrats. Il a déposé une plainte formelle pour manquement à la déontologie auprès de la Federal Trade Commission. Il affirme que l'association fonctionne avec des conflits d'intérêts depuis au moins 5 ans. Il a des preuves. Oui. Des emails internes, des comptes rendus de réunions, des documents financiers montrant que certaines sociétés pharmaceutiques ont bénéficié d'un traitement de faveur en échange de... Laurence. Tu étais au courant de tout ça. Je posai ma tasse de café avec précaution. Eric, je suis un expert en conformité antitrust. Tu crois que j'ai fait quoi pendant ces 3 dernières années? Un autre silence. Plus long cette fois. C'est toi la source, dit Eric, à peine un murmure. C'est toi qui lui as tout donné. J'ai documenté les irrégularités que j'ai constatées dans le travail de ma femme. Quand ces choses ont semblé enfreindre les règles fédérales d'éthique, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait.
Je les ai signalés à quelqu'un qui pouvait réellement enquêter. Putain de bordel de merde, Laurence, tu dois réveiller Stéphanie tout de suite, dit Eric, la voix tremblante. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence à midi. Elle doit être là. Et Laurence, elle va avoir besoin d'un avocat. Un bon. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de perdre un contrat. L'affaire de la FTC pourrait entraîner des poursuites pénales. Je lui dirai, dis-je. Je raccrochai et restai assis là, à regarder le dossier sur mon bureau. 3 ans à observer, des emails où Stéphanie disait à son personnel de favoriser les entreprises qui faisaient des dons à son PAC. Des comptes rendus de réunions où elle bloquait les enquêtes sur la fraude à la facturation parce que ça contrarierait les donateurs. Des documents financiers montrant comment elle utilisait l'argent de l'association à des fins personnelles, en appelant ça du développement commercial. Tout était documenté, tout était horodaté, tout avait été envoyé à Charles il y a 6 mois. J'entendis du mouvement à l'étage. Stéphanie était réveillée. Je me levai, attrapai le dossier et me dirigeai vers l'escalier. Elle était en haut, encore en peignoir, les cheveux en bataille, le visage commençant à paniquer. « Ton avocat a appelé », dis-je calmement. « Il a besoin de te parler. Quelque chose au sujet de Charles Whitmore qui met fin à tes contrats. » Son visage devint blanc. « Quoi ? » Il a mentionné une clause de moralité et une enquête de la FTC. Je brandis le dossier. « Tu devrais peut-être t'habiller. Tu as une réunion à midi. » Elle me fixa, et pour la première fois depuis des années, me regarda vraiment. Pas à travers moi, mais bien moi. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-elle. J'ai documenté la vérité. Je dis la même chose que j'ai toujours dite. La différence, c'est que cette fois, il s'agissait de toi. La réunion d'urgence du conseil d'administration se tenait dans une salle de conférence qui sentait le cuir de luxe et le désespoir. Je n'y étais pas invité, mais Benjamin y était en tant qu'avocat de l'association. Il avait parfaitement le droit d'y être. Il m'a appelé à 13h15, alors que ça se passait encore. « Papa », dit-il doucement, avec cette voix militaire à laquelle j'étais habitué. « Tu dois entendre ça. Je te mets sur haut-parleur. Reste silencieux. » J'entendais le chaos à travers le téléphone. Des voix fortes, des papiers qui bruissaient, quelqu'un qui frappait sur une table. C'est une catastrophe. C'était Richard Thornton, le président. Nous avons perdu 63 réseaux hospitaliers ce matin. 63. Notre budget vient de chuter de 40%. Le budget n'est pas la question, dit une autre voix. Margaret est, la présidente du comité d'éthique. La question, c'est de savoir pourquoi Charles Whitmore a invoqué la clause de moralité. Cette clause, c'est pour les cas extrêmes. Qu'est-ce que Stéphanie a fait? Elle l'a mis mal à l'aise au gala, murmura quelqu'un. C'est plus que ça, rétorqua Margaret. J'ai lu la plainte qu'il a déposée auprès de la FTC. Elle fait état de violation systématique de l'éthique depuis 5 ans. Fraude électronique, détournement de fonds, faveur contre dons politiques. Silence. Il a trouvé ça où? Demanda Richard. La plainte parle d'un lanceur d'alerte anonyme qui a des informations de l'intérieur. J'entendis la voix de Stéphanie pour la première fois. Tendue, contrôlée. C'est une chasse aux sorcières. Charles Whitmore se venge parce que je ne lui ai pas ciré les pompes à un gala. C'est tout ce que c'est. Alors explique les emails, dit froidement Margaret. Explique les relevés financiers. Explique les notes de réunion où tu as dit au personnel de faire passer les donateurs avant l'éthique. Ces documents sont sortis de leur contexte. Il y a 47 pages de documentation. Horodatées, recoupées. Quelqu'un a passé des années à assembler tout ça. Quelqu'un qui savait ce qu'il regardait. J'entendis Stéphanie halter. Elle comprenait. Je veux savoir qui a fait ça, dit-elle, la voix tremblant à présent. Je veux savoir qui a trahi cette organisation. C'est toi qui as trahi cette organisation, dit Benjamin, sa voix tranchant dans le brouhaha comme un couteau. Tu as commis une fraude. Tu t'es fait passer avant tout le monde, et maintenant on en paie tout le prix. Tu ne vas pas me parler comme ça, rétorqua Stéphanie. Je suis ta mère. Et je suis un procureur militaire qui a juré de faire respecter la loi, répondit Benjamin d'une voix égale. Ce serment n'a pas d'exception familiale, madame. Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard se racla la gorge.
Le conseil d'administration doit voter. Tous ceux qui sont favorables à la mise en congé administratif immédiat de Stéphanie Reed, dans l'attente de l'enquête de la FDC? Je comptais 7 votes, pour. 2 abstentions, aucun vote, contre. La motion est adoptée, dit Richard, la voix grave. Stéphanie, vous êtes suspendue, à compter de cet instant. Vous rendrez votre badge d'accès, votre téléphone professionnel et les clés de votre bureau. La sécurité va vous escorter. Vous ne pouvez pas faire ça, dit Stéphanie, mais sa voix avait perdu de son mordant. Elle sonnait creux, vaincue. On vient de le faire, répondit Margaret. La séance est levée. Benjamin coupa la communication. 30 secondes plus tard, mon téléphone vibra. Un SMS de lui, astérisque elle sait que c'est toi astérisque. Astérisque elle rentre astérisque je regardais le dossier sur mon bureau, puis le fermai prudemment et l'enfermai dans le coffre-fort. Tout avait déjà été soumis. Tout était en marche. Maintenant, le plus dur commençait, regardez tout se dérouler. 20 minutes plus tard, j'entendis une voiture dans l'allée. Le moteur s'arrêta. Une portière claqua. Ses talons claquèrent sur les marches de l'entrée, sec et rageur. La porte d'entrée s'ouvrit violemment. Elle se tenait dans le couloir, son visage un masque de fureur et, autre chose. Trahison. Une vraie, une authentique trahison. C'était toi, dit-elle. Tout ça. Tu as fait ça. Oui, répondis-je calmement. C'est moi. Stéphanie ne cria pas. Elle n'en avait pas la force. Au lieu de cela, elle resta plantée sur le seuil de mon bureau, son tailleur de créateur froissé après des heures dans cette salle de conférence, son maquillage commençant à craqueler, laissant transparaître la fatigue sous-jacente. Pourquoi, demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Parce que tu as enfreint la loi, dis-je simplement. Et parce que tu as pensé que j'étais trop insignifiant pour m'en apercevoir. C'est moi qui ai bâti cette organisation. Je l'ai transformée en une puissance. Tu l'as bâtie sur la fraude. Il y a une différence. Elle entra dans la pièce, ses mains tremblant légèrement. Nous sommes mariés depuis 19 ans, Laurence. Ça ne représente rien pour toi. Ça a représenté quelque chose, dis-je doucement. Jusqu'à ce que tu me dises que j'ennuyais tes clients à mourir. Jusqu'à ce que tu me fasses comprendre que j'étais une honte pour ta carrière. Alors, c'est une vengeance. Tu as détruit ma carrière parce que j'ai blessé tes sentiments. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, je vis la voiture d'Amanda arriver dans l'allée. Astérisque elle est au courant, astérisque tout le cabinet serait au courant. Ce n'est pas une vengeance, Stéphanie. La vengeance est émotionnelle. C'est une reddition de compte. Tu as commis des crimes fédéraux. Tu as ruiné la carrière de gens pour te protéger. Tu as pris de l'argent qui ne t'appartenait pas. Le fait que tu sois ma femme ne te donne pas l'immunité. Ça signifie juste que j'avais accès à ce que tu faisais réellement. Tu m'as espionné. Je t'ai observé. Tout ce que j'ai documenté provient de sources que tu aurais dû protéger mais que tu n'as pas protégées. Tes emails professionnels que tu laissais ouverts sur l'ordinateur à la maison. Tes appels téléphoniques que tu prenais sur haut-parleur pendant que j'étais dans la pièce d'à côté. Tes notes de réunion que tu laissais traîner sur le comptoir de la cuisine. Tu étais tellement persuadé que je n'avais aucune importance que tu as cessé d'être prudente. Elle s'affaissa sur la chaise en face de mon bureau. La combativité l'abandonnant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La FDC enquête. S'ils trouvent ce que je crois qu'ils vont trouver, il y aura des poursuites fédérales. La fraude électronique est passible d'une peine maximale de 20 ans. Vous en prendrez probablement entre 5 et 7 si vous coopérez. Son visage est devenu blanc comme un linge. De la prison? C'est généralement ce qui arrive quand on commet des crimes fédéraux. J'ai besoin d'un avocat. Oui, vous en avez besoin. Un très bon. La sonnette a retenti. Nous nous sommes tous les deux tournés vers le bruit. À travers la fenêtre, j'ai aperçu 2 hommes en costume sombre qui se tenaient sur le perron. Des agents fédéraux. Stéphanie m'a regardé. Une vraie peur dans ses yeux maintenant. Tu savais qu'ils allaient venir? Je savais que c'était une possibilité. Elle se tenait sur des jambes tremblantes. Je n'arrive pas à croire que tu m'as fait ça. Je ne t'ai rien fait, ai-je dit, ma voix plus dure maintenant. Tu t'es fait ça à toi-même.
Je me suis juste assuré que la vérité éclate. La différence, c'est que quand tu détruis les gens, tu le fais pour ton propre intérêt. Pourquoi documenter la vérité? Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. La sonnette a retenti à nouveau. Stéphanie a regardé la porte, puis de nouveau vers moi, et pour la première fois depuis des années, je l'ai vu me voir clairement, non pas comme un accessoire ou une source de honte, mais comme quelqu'un qui avait un pouvoir qu'elle n'avait jamais anticipé. Je t'ai sous-estimé, dit-elle doucement. Oui, répondis-je. Tu l'as fait. Elle a marché vers la porte d'entrée, a remis sa veste en place et a ouvert. J'ai entendu la présentation formelle. Stéphanie Reed, je suis l'agent spécial Patterson de la Federal Trade Commission. Nous avons un mandat pour vos appareils électroniques et vos documents financiers. Nous aimerions que vous nous accompagniez pour répondre à quelques questions. J'ai observé depuis le bureau pendant qu'ils la conduisaient à leur voiture. Amanda se tenait sur la pelouse, son visage affichant un mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Benjamin s'est garé juste au moment où ils installaient Stéphanie sur la banquette arrière. Il a croisé mon regard à travers la vitre et a fait un signe de tête. C'était fait. Pas terminé, mais la machine était en marche maintenant. Et une fois que les enquêtes fédérales commencent, elles ne s'arrêtent pas tant qu'elles n'ont pas atteint le fond. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger mon témoignage pour le grand jury. Il restait encore du travail à faire. Il y a toujours du travail à faire. Mais au moins maintenant, la vérité avançait dans la bonne direction. Amanda s'est pointée à ma porte 3 jours après l'arrestation de Stéphanie. Elle n'a pas appelé avant. Elle est juste apparue sur le perron à 7 heures du matin avec 2 cafés et un regard qui disait qu'il fallait qu'on parle. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Je me suis écarté, je l'ai laissé entrer. Nous sommes allés au bureau, la même pièce où j'avais compilé 3 ans de preuves contre sa mère. Elle s'est assise en face de mon bureau, a posé les cafés et m'a regardé avec ses yeux perçants qu'elle avait hérité de Stéphanie. Ils m'ont suspendu. Amanda a lâché ça d'un coup. Les RH ont appelé hier. Ils ont dit que c'était juste une précaution pendant qu'ils examinent d'éventuels conflits d'intérêts. Tu sais, moi étant la fille de Stéphanie Reed et travaillant à l'American Medical Trade Association. Ils ne peuvent pas se permettre de mal paraître. Je suis désolé, dis-je, et je le pensais. Tu le es vraiment? Sa voix n'était pas en colère, juste curieuse. Tu as fait tomber maman, en sachant que ça me toucherait aussi. J'ai fait tomber une criminelle. Le fait qu'elle soit ta femme et ma mère ne change rien à ce qu'elle a fait. Amanda a pris une longue gorgée de café, puis l'a reposé délicatement. Je travaille là-bas depuis 6 ans, papa. 6 ans à entendre les gens penser que je n'ai eu ce boulot que grâce à maman. 6 ans à me demander s'ils avaient raison. Et tu veux savoir le pire? Quoi? Je suis soulagé. Sa voix s'est brisée un peu. Je suis suspendu. Je pourrais même être viré. Et une partie de moi est juste soulagée parce que maintenant, tout le monde sait que ce n'était pas juste moi. Ce n'était pas juste de la paranoïa ou un syndrome de l'imposteur. Maman trichait vraiment. Elle enfreignait vraiment les règles, et j'ai passé 6 ans à la regarder faire, en me disant que j'avais tort. Je me suis penché en avant. Pourquoi tu ne l'as pas signalé? Parce que c'est ma mère, a dit Amanda, simplement. Parce que je me suis convaincu que j'interprétais peut-être mal les choses. Parce qu'à chaque fois que je remettais quelque chose en question, elle me faisait me sentir naïve ou ingrate. Elle est douée pour ça, pour faire douter les gens d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Amanda a sorti un dossier de son sac, l'a fait glisser sur le bureau. Je vais témoigner. Les enquêteurs de la FDC m'ont contacté hier. Ils veulent savoir ce que j'ai vu pendant que je travaillais là-bas, et je vais tout leur dire. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, des notes de réunion, des comptes rendus de choses qu'Amanda avait vues au fil des ans. De petites choses qui semblaient innocentes isolément, mais qui, ensemble, montraient une forme de corruption. Tu as gardé des preuves, dis-je. Comme tu me l'as appris, répondit Amanda. Tu as toujours dit que si quelque chose ne te semblait pas juste, il fallait le documenter. Alors je l'ai fait. Je n'aurais jamais cru que je m'en servirais un jour, a-t-elle haussé les épaules. Mais voilà. Ta mère va considérer ça comme une trahison. Je sais. Benjamin m'a déjà dit qu'elle était furieuse qu'il ait témoigné à la réunion du conseil d'administration. Elle l'a traité de traître.
Il a dit qu'il avait choisi son serment plutôt que sa famille. Qu'il avait choisi ses principes plutôt qu'une loyauté aveugle. Il y a une différence. Amanda hocha lentement la tête. Avant, je pensais que tu étais juste quelqu'un de discret. Que tu laissais maman tout gérer parce que tu t'en fichais suffisamment pour te battre. Mais ce n'est pas ça, hein? Non. Tu observais, tu apprenais, tu attendais le bon moment. Je faisais mon boulot. La conformité, c'est observer et documenter. J'ai juste appliqué les mêmes règles dans ma vie personnelle quand j'ai dû. Elle a toujours dit que tu étais ennuyeux, dit Amanda doucement. Que tu n'avais pas d'ambition, que tu étais heureux d'être dans la moyenne. Et qu'est-ce que tu penses maintenant? Elle me regarda longuement. Je pense que tu es le type d'adversaire le plus dangereux. Celui que les gens sous-estiment jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous restâmes silencieux un instant. Puis Amanda se leva et prit son café. J'ai une réunion avec les enquêteurs fédéraux à 10 heures. Merci d'avoir fait ce qui était juste, même quand c'était difficile, Amanda, dis-je alors qu'elle atteignait la porte. Tu ne vas pas être renvoyée. L'association a besoin de gens intègres. Une fois cette enquête terminée, ils verront que tu as essayé de faire ce qu'il fallait depuis le début. Et s'ils ne le voient pas, tu trouveras mieux ailleurs. Tu es talentueuse, tu as des principes, et maintenant tu as la preuve que tu choisis la vérité plutôt que la facilité. Ça vaut plus que n'importe quel emploi. Elle sourit, un sourire triste mais sincère, et partit. À travers la fenêtre, je la regardais s'éloigner en voiture. Un enfant qui avait compris, un qui avait choisi le principe plutôt que la loyauté familiale. Benjamin avait fait de même. Mes deux enfants avaient examiné les preuves et choisi la justice. Stéphanie les avait élevés pour qu'ils soient ambitieux, mais je leur ai appris à être honnêtes. Au final, l'honnêteté a gagné. Le grand jury s'est réuni 6 semaines après l'arrestation de Stéphanie. J'ai témoigné pendant 4 heures, leur présentant chaque pièce à conviction, chaque email, chaque document financier qui montrait un schéma de fraude. Les procureurs ont été minutieux, posant des questions qui ont levé les couches de mensonges que Stéphanie avait accumulées pendant des années. Quand j'ai terminé, la procureure principale, une femme perspicace nommée Janet Reeves, m'a remercié et a dit quelque chose qui m'a marqué. Monsieur Reed, en 20 ans de poursuite pour crimes financiers, je n'ai jamais vu une documentation aussi complète de la part d'un civil. Vous auriez pu être enquêteur. Je l'étais, répondis-je. Il se trouve que j'enquêtais sur ma femme. L'acte d'accusation est tombé 3 jours plus tard. 18 chefs d'accusation, fraude électronique, fraude postale, complot en vue de frauder, détournement de fonds. Les directives fédérales suggéraient une peine de 7 à 12 ans en cas de condamnation sur tous les chefs. L'avocat de Stéphanie a essayé de négocier un accord de plaidoyer. Les procureurs ont offert 5 ans en échange d'une coopération totale et du remboursement des fonds volés. Stéphanie a refusé. Elle était convaincue qu'elle pouvait gagner au procès, convaincue que le jury la verrait comme une victime d'un mari vengeur. Son avocat m'a appelé, m'a demandé si j'envisagerais d'édulcorer mon témoignage. J'ai dit non. Il m'a demandé si je ressentais de la culpabilité par rapport à ce que je faisais à ma femme. Je lui ai dit que je me sentais coupable d'avoir attendu si longtemps. L'audience préliminaire a été fixée en octobre. En attendant, Stéphanie a quitté notre maison et a emménagé dans un appartement que son frère lui louait. Le divorce a commencé, méchant et amer. Elle voulait la moitié de tout, affirmant qu'elle avait soutenu ma carrière tout en construisant la sienne. Ses avocats ont découvert que la maison était dans une fiducie que j'avais créée il y a 20 ans. Mes comptes de placement? Des biens propres que j'avais reçus de mon père. Et la plupart de ses actifs communs? Des choses dont elle vivait et qui étaient en fait les miennes. L'expression sur son visage pendant cette déposition, ça valait presque 3 ans à se taire et à observer. Charles Whitmore m'a appelé un mardi après-midi. La commission d'intégrité des soins de santé est officielle maintenant. Le Sénat a approuvé le financement. Nous commençons les opérations en janvier. Félicitations, dis-je. Je veux que tu la diriges, Laurence. Pas comme conseiller. En tant que directeur. Plein pouvoir sur les audits, les enquêtes, les mesures coercitives. Tu serais le responsable de la conformité le plus puissant du système de santé américain. J'y ai réfléchi un instant. Il y a 1 an, j'étais le type que personne ne remarquait. Le mari ennuyeux qui lisait trop et parlait trop peu.
Maintenant, on m'offrait un emploi qui pouvait changer toute une industrie. J'accepte, dis-je. Bien. Nous l'annoncerons la semaine prochaine. Un avertissement, les avocats de Stéphanie vont prétendre que c'est la preuve d'un parti pris, que tu as fabriqué cette enquête pour faire avancer ta carrière. Qu'ils le prétendent. Les preuves parlent d'elles-mêmes. L'annonce a fait la une des journaux nationaux. Les publications du secteur de la santé ont publié des profils de moi, me qualifiant de réformateur, de croisé de l'éthique. Des collègues à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont pris contact pour me féliciter. Des universités m'ont demandé de prendre la parole. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant 3 jours. Pendant tout ce temps, j'ai continué à travailler, à documenter, à me préparer pour le procès de Stéphanie. Benjamin m'a appelé un soir. L'avocat de maman m'a contacté. Il dit qu'elle veut parler. Une réunion de famille, toi, moi, Amanda et elle. Qu'est-ce que tu lui as répondu, ai-je demandé. J'ai dit que je te demanderai d'abord. Ça reste notre mère, papa. C'est aussi une criminelle qui essaie de manipuler ses enfants pour échapper à ses responsabilités. Je sais, mais on devrait peut-être écouter ce qu'elle a à dire. J'y ai réfléchi. Pensez à la femme que j'avais épousée il y a 19 ans. La femme qui s'était lentement transformée en quelqu'un qui accordait plus de valeur au pouvoir qu'à tout le reste. La femme qui m'avait balayé du revers de la main, comme si j'étais insignifiant, jusqu'à ce que je lui prouve le contraire. Organise ça, ai-je dit. Enfin. Mais Benjamin, enregistre tout. Elle va essayer de nous manipuler. Je veux des preuves. C'est déjà prévu, a-t-il répondu. Et j'ai entendu le sourire grinçant dans sa voix. J'apprendrai des meilleurs. La réunion a été fixée pour la semaine suivante. Je ne me faisais aucune illusion sur ce qui allait se passer. Stéphanie pleurerait, supplierait, et essaierait de nous culpabiliser avec l'argument de la famille. Elle affirmerait que je l'ai détruite par dépit. Elle se dépeindrait comme la victime. Mais j'avais 3 ans de preuves qui disaient le contraire. Et contrairement à elle, j'avais passé ces années à construire un dossier qu'on ne pouvait ni manipuler ni travestir. La vérité allait éclater, et cette fois, personne ne pourrait l'arrêter. Le procès a duré 3 semaines. Palais de justice fédéral, au centre-ville de Washington, avec des camions de médias garés devant tous les jours. L'équipe juridique de Stéphanie a tout essayé. L'assassinat de réputation, les revendications du privilège conjugal, les insinuations selon lesquelles j'aurais falsifié des preuves par vengeance. Rien n'a fonctionné. Les procureurs ont présenté ma documentation méthodiquement, email après email, montrant Stéphanie donnant des instructions au personnel pour qu'il donne la priorité aux donateurs par rapport aux règles d'éthique, des registres financiers prouvant qu'elle avait reclassé des dépenses personnelles en frais professionnels, des procès-verbaux de réunion où elle avait explicitement ordonné à ses subordonnés d'étouffer les plaintes pour non-conformité. Amanda a témoigné le 7e jour. Elle est entrée dans cette salle d'audience dans un tailleur bleu marine, a prêté serment et a passé 4 heures à décrire ce qu'elle avait vu en travaillant sous les ordres de sa mère. Les représailles contre les lanceurs d'alerte. La pression exercée pour ignorer les violations de la réglementation. La culture de la peur que Stéphanie avait créée. Lorsque l'avocat de Stéphanie a tenté de suggérer qu'Amanda mentait pour me faire plaisir, Amanda l'a regardé droit dans les yeux et a déclaré « Mon père m'a appris que l'intégrité compte plus que la commodité. Ma mère m'a appris le contraire. Je choisis l'intégrité. » Benjamin a témoigné le 9e jour en tant que procureur militaire. Son témoignage avait du poids. Il a décrit la réunion du conseil d'administration où Stéphanie avait tenté de rejeter les preuves comme une vendetta personnelle. Il a présenté des documents supplémentaires qu'il avait trouvés dans les dossiers de l'association. Des preuves que même moi je n'avais pas découvertes. La défense de Stéphanie était qu'elle avait agi conformément aux normes de l'industrie. Que tout le monde faisait ce qu'elle faisait. Que j'étais un mari aigri qui fabriquait un scandale. Son avocat l'a dépeinte comme une femme qui réussissait et qui était démolie par un conjoint jaloux qui ne pouvait pas supporter son succès. Le jury n'y a pas cru. J'ai observé leur visage pendant les plaidoiries finales. Ils avaient vu les preuves. Ils avaient entendu les témoignages. Ils savaient qui elle était. Le verdict est tombé le vendredi après-midi. Coupable de 16 chefs d'accusation sur 18. La salle d'audience a explosé. L'avocat de Stéphanie a immédiatement demandé l'annulation du procès. Le juge a rejeté la demande. Le prononcé de la peine était prévu 8 semaines plus tard.
Les directives fédérales suggéraient une peine de 7 à 10 ans. Stéphanie était assise à la table de la défense, le visage inexpressif, tandis que le juge lisait le verdict. Elle ne m'a pas regardé, n'a pas regardé Amanda ou Benjamin, elle a juste fixé le vide tandis que son monde entier s'écroulait. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes affluaient. J'ai fait une brève déclaration. Justice a été rendue aujourd'hui. Personne, quelle que soit sa position ou ses relations, n'est au-dessus de la loi. C'est tout ce que j'ai à dire. Charles Whitmore m'attendait près de ma voiture. Sacrée journée. Oui, en effet. La commission d'intégrité des soins de santé démarre officiellement ses activités le mois prochain. Votre bureau est prêt. Le personnel est embauché. Nous avons un arriéré d'organisations qui ont besoin d'être audités. Bien. Mettons-nous au travail. Il m'a serré la main. Ferme et sincère. Vous avez fait quelque chose de remarquable, Laurence. La plupart des hommes n'auraient pas eu le courage. Il ne s'agissait pas de courage. Il s'agissait de faire ce qui était juste. Ce soir-là, j'étais assis dans mon bureau avec un verre de whisky et la vieille montre de mon père. Benjamin et Amanda sont venus dîner. Nous n'avons pas parlé du procès. Nous avons parlé de leur vie, de leurs emplois, de ce qu'ils voulaient pour l'avenir. Nous avons parlé comme une famille qui avait choisi la vérité plutôt que les mensonges faciles. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Amanda alors que nous débarrassions la table. Maintenant, je reconstruis le système que ta mère a foutu en l'air. Je m'assure qu'elle ne puisse plus jamais recommencer. Et moi, j'apprends aux gens qu'il faut assumer ses responsabilités, a déclaré Benjamin en levant son verre. À l'intégrité. À l'intégrité, a répété Amanda. J'ai levé le mien aussi. À faire ce qui est juste, même quand c'est la galère. Nous avons trinqué à ça, à faire ce qu'il faut. À l'honnêteté, au choix qui révèle qui nous sommes vraiment. Stéphanie devait être condamnée dans 8 semaines. Les procureurs réclamaient 9 ans. Son avocat essayait encore d'obtenir une peine moins lourde en raison de son âge et de son casier vierge. Ça m'était égal, maintenant. La machine judiciaire était en marche. J'en avais fini. J'avais passé 19 ans marié à une femme qui pensait que je ne valais rien. 3 ans à consigner ses crimes. 3 semaines à la regarder assumer les conséquences. Et maintenant, enfin, je pouvais construire quelque chose de mieux que ce qu'elle avait détruit. 14 mois après le gala. C'est le temps qu'il a fallu pour que tout se tasse. Stéphanie a écopé de 8 ans de prison fédérale. Elle en ferait au moins 6 avec une bonne conduite. Le juge avait été sévère, disant qu'elle avait abusé de son pouvoir et n'avait montré aucun remords. Le divorce a été prononcé 3 mois après la condamnation. Elle n'a rien eu. Le contrat de mariage que je lui avais fait signer 19 ans plus tôt, celui que son avocat disait inutile, protégeait tout ce que je possédais avant le mariage. La maison, les placements, les fonds de placement, tout était à moi. Elle a essayé de dire qu'elle méritait de l'argent pour avoir aidé ma carrière. Le juge a examiné les preuves et a constaté que j'étais le principal soutien de famille depuis le début. Son salaire servait à son style de vie luxueux. Le mien a construit notre richesse. L'ironie n'a échappé à personne. Amanda a récupéré son emploi à l'association. Les nouveaux patrons, après le scandale, savaient qu'elle était honnête. Ils l'ont nommée directrice principale des politiques. Elle était en train de se faire connaître comme quelqu'un qui ne se vendrait pas pour des considérations politiques. Benjamin a reçu une citation du juge avocat général pour son témoignage. Son engagement envers la justice, même contre sa famille, a été noté dans son dossier. Il était envisagé pour un poste au Pentagone. Mes 2 enfants en sont ressortis plus forts. Ils ont été mis à l'épreuve et ont fait le bon choix. Je me tenais dans mon nouveau bureau au siège de la commission d'intégrité des soins de santé. Des baies vitrées donnant sur l'Office des brevets et des marques des États-Unis, un personnel de 40 enquêteurs et analystes. Le pouvoir de contrôler n'importe quel groupe de soins de santé du pays. Charles appelait ça le rêve d'un réformateur. Moi, je trouvais ça nécessaire. Ma première grande enquête était déjà en cours. 3 groupes de lobbying pharmaceutique avec les mêmes schémas que Stéphanie. La paperasse s'entassait. La preuve était claire. Certains me qualifient d'impitoyable. D'autres me considèrent comme un héros. Je n'étais ni l'un ni l'autre. Je pensais juste que les règles devaient s'appliquer à tout le monde, même aux personnes que j'aimais.
Mon téléphone a vibré. Un texto d'Amanda. Déjeuner la semaine prochaine? J'aimerais te présenter quelqu'un de spécial. J'ai souri. Elle sortait avec un avocat du ministère de la Justice. Quelqu'un qui croyait aux mêmes choses. Quelqu'un qui ne ferait pas de compromis. Benjamin a envoyé un texto ensuite. Déploiement prolongé de 6 mois. Je serai à la maison pour Noël, par contre. Garde-moi une place dans ton nouveau bureau chic. Je le ferai. Mes 2 enfants auraient toujours une place dans ma vie. Ils l'ont mérité en choisissant ce qui est juste plutôt que la loyauté facile. Ce soir-là, je suis allé à une audience du Sénat sur la réforme des soins de santé. Je parlais de la nécessité de règles d'éthique plus strictes. Sénateur après sénateur m'a remercié pour mon travail. Ils ont qualifié l'enquête sur le groupe de Stéphanie de tournant décisif pour la responsabilisation. Un sénateur m'a demandé carrément, Monsieur Hagrid, vous avez payé un lourd tribut personnel pour avoir fait ce qui était juste. Est-ce que ça en valait la peine? Je n'ai pas hésité, sénateur. Le prix de l'inaction aurait été plus élevé. Plus de gens auraient été blessés. Plus de fraude aurait eu lieu. Plus de confiance aurait été détruite. Oui, ça en valait la peine. La salle d'audience a applaudi. Pas parce que j'étais courageux, mais parce que j'ai dit une évidence que trop de gens avaient oubliée. La vérité est plus importante que le confort. Après l'audience, je suis rentré chez moi dans la maison où j'avais vécu pendant 19 ans. La maison qui était enfin vraiment à moi. Je me suis versé un verre, je me suis assis sur le porche arrière et j'ai regardé le soleil se coucher sur l'Office des brevets et des marques des États-Unis. Quelque part, Stéphanie était en prison fédérale, pensant probablement encore qu'elle était la victime. Se disant probablement encore, je l'ai détruit par dépit. Elle ne comprendrait jamais qu'elle s'est détruite elle-même. Moi, j'ai juste consigné comment certains hommes ont besoin de validation, certains ont besoin de reconnaissance, certains ont besoin de vengeance. J'avais juste besoin de savoir que j'avais fait ce qu'il fallait. Et assis là à regarder le coucher de soleil, avec mes enfants qui réussissent et mon travail qui fait la différence, je savais que c'était le cas. Stéphanie me trouvait ennuyeux. Elle disait que j'ennuyais à mourir ses clients importants. Elle me traitait comme si j'étais invisible. Mais au final, le type ennuyeux a duré plus longtemps qu'elle. L'homme invisible a été vu par les personnes qui comptaient. Et le mari qu'elle a rejeté s'est avéré être exactement le genre d'homme dont ce monde avait besoin. Quelqu'un qui tenait sa parole. Quelqu'un qui consignait la vérité. Quelqu'un qui ne compromettrait pas ses convictions, même si cela lui coûtait tout. Cela valait plus que n'importe quel gala, plus que n'importe quel bureau de direction, plus que n'importe quel mariage construit sur des mensonges. Ça valait tout. What charge, bro? You mean court? That we did yesterday in Minecraft. I don't remember charge. TH. Oh, pimpin' AMW into the world blow. You can't make bands and you can't hold, bitch. Yeah, that's what they been waiting for. Court? Okay, let's give it to 'em. I don't know, bro. Maybe. Hey, free threesy, greedy gang and all that. Hey, sweating hoes, I'm getting active on the back streets. We not the same, I probably Keep going straight. close your mouth and give me trap will make me happy. OBS and Next scene will be small cars. she finna break them heels and her feet cramping. I wanna do some The Rift show. Bitches attracted to me, I'm a I mean, The Rift challenge. But you put your own song. when I take some bad hoes, they screenshot me throwing ass, camel toe on FaceTime. Mm-hmm. She give me more head than she got body, Vivo Lottie. Faggots make me throw up and squares make me nauseous. Role model turn a bum into a billionaire. Treat her like a bad kid, I tell her give it here. Then I crack a smile, stay in pocket cause it's pimpin' here. If you do that's okay, fire bitches every day. She gon' have to run it in, I like to spin a lot. Yeah, I get it, bro. Then I'm bending blocks. Cock back and switch clips when a blammer lock. They tried to kill me but they couldn't, I'm a juggernaut. Tell me where you at, what's your location? If I can't break you for your chip, I bet murder can. Buku money, it keep busting out the rubber bands. Miami Beach, I'm finna We're going to how you like it? shoe store. Fuck it. Actually, Off the mega. Man, I love nah. We're not going to shoe store. me euros. Off the arrows. She got the lashes and the nails
We can't go to the store with small cars. We're gonna get kicked. Because we are not little ninjas. Probably all of my off-brand and friends got deleted by Epic Games, man. Now I need to add 300 plus people. Gotta add Reddit. You don't gotta add everybody. I think because you got banned. Chat, team is mini cars. Your most smallest car in your garage. You're the most smallest car you got. Mini cars. Any small car. The smallest, better. Being honest, somebody sent me something on my phone and said that I'm hog tied her. Yo, I'm gonna do some direct race today with bikes only. At least I have you added as a friend. Yep. Oh my god. Oh. We got Trekkie Hawk. We got real Volkswagen. No, it's Mercedes. It's Mercedes. Hey, 6-7. Yo, stop saying skip zone, man. Ninja. I'm about to take your mod, Ferez. Ah, bro. You weird as hell. One more time and skip zone. I'm taking your mod. Yo. What's up, hey mean? How you been, bro? Okay, bro. This is hard. Why he even mod? I don't know. But who gave him mod? Yo, why this so hard? Or I'm tweeping? Yeah, am I tweeping? You Froggy. El Froggy. What did I do? So y'all fuck with the music? TikTok chat, y'all fuck? So why? YH. So what's your favorite type of music? W songs. Maybe y'all don't fuck with it. What's your type, chat? What's your meme? What's your music taste? Rap, rock, American, UK, Brazil, France, Chicago, EDM. EDM? Rapper Zesty. Hey yo. What do you mean rapper Zesty? Hell no. Rap? What rap, bro? Polska rap? How many? Bro! Yo, shut the fuck up, Coco. Bro. Hi Froggy. Victoria. Oh, what's up, Adrian? How are you, bro? Bro, Flock Horny. UK and Puerto Rican? Ah, Puerto Rican. Some Polish, some American. Chat, request on TikTok or on Twitch. You can request any song on Twitch. You can request any song. Come to Twitch and request it. Yeah. I'ma give this wannabe juice roll card. I'ma give 9. This one 10. W.
I like this too. W livery, W wheels. I'ma give 10. Track hog. It's not small. I'll give 8. W, bro. I hope you pass them well, bro. Thank you. Look in Spotify Chalga Mix 2026. This type of music I ever were in my country. They stand. Nah, bro, McDonald's car. No. Wait, that's your car? No. I swear you had a different wheels. Oh hell no. Why you got white wheels now? Bro, who? Bro, someone pulled out the same car today. But with the normal wheels. Or am I tweeping? I'm gonna give this car. McDonald's car. Never change it. I think it was somebody else. That I was me. Ah, that was you? I'm gonna give this a 9.5 because of wheels. This 10. I got the best R8 in GTA 5. Got the best R8. Nice, bro. Ah, it's not small. I mean, I'm gonna give 7. What? This shit fire. 10. I fuck with delivery. The hell? W. Ah, there's another one. Yeah. I'm gonna give this 10. This better, no? Yo, my top 3 would be Froggy, don't. What? My top 3 is this Pride. Top 2 is yeah. I'm gonna give this top 2. I would like to give this card top 1, but I'm gonna give top 2. So he can pick a team. This top 1. Wait. Yo, this is fire. No, this is top 1. This is top 1. This is top 1.